50 Now, qui entre autres est un observatoire de l'innovation responsable mondiale. 3000 innovations captées chaque année sur tous les continents et dans tous les secteurs. Et je suis très heureux de vous accueillir dans cet amphithéâtre secret et feutré surtout du Collège de France pour ce débat sur la nature a-t-elle des droits. Alors, le droit de l'environnement, c'est le domaine du droit qui vise à défendre et promouvoir l'environnement à l'échelle nationale ou internationale. Il repose sur un principe de solidarité au nom de la protection du bien commun. Ce nouvel enjeu du droit s'est développé dans les années 70 dans un contexte de globalisation des enjeux et des problèmes liés à la protection de l'environnement et de la nature. Il comprend désormais plus de 300 conventions ou traités multilatéraux, mais pas encore un traité international contraignant, contrairement au droit humain conventionnel. Donc on peut se poser pas mal de questions. Par exemple, pourquoi la nature est-elle devenue un sujet de droit ? Le droit est-il un outil puissant pour transformer la société ? Alors il faut savoir que depuis 2022, le droit à un environnement sain a été reconnu comme un droit humain par l'Assemblée générale des Nations Unies. Les défenseurs de l'environnement espèrent que cette décision, qui est non contraignante, incitera les États à inscrire le droit à un environnement sain dans les constitutions nationales et les traités régionaux. Alors en pleine expansion à travers le monde, le droit de l'environnement évolue en parallèle de la connaissance scientifique, c'est bien normal. En effet, la connaissance scientifique permet de poser des diagnostics qui sont ensuite pris en compte dans le processus d'élaboration de la norme juridique. Cette articulation entre le droit et la science permet par exemple d'étayer la fixation d'un seuil d'émission de gaz à effet de serre. Donc on peut se poser beaucoup de questions comme celle-ci. Comment le mouvement international pour la mise en place d'un système juridique de protection du vivant a-t-il évolué ? La France est-elle pionnière dans ce domaine ? Et pour explorer tous ces sujets, nous allons faire appel à des intervenants tout à fait passionnants. Donc je vous demande d'accueillir chaleureusement Marie-Claire Daveu, Corinne Lepage et Dario Mantovani. Donc Marie-Claire Daveu, vous êtes directrice du développement durable et des affaires institutionnelles de Kering, pas du tout juriste, on a vu en préparation. Voilà. Personne n'est parfait. Voilà, exactement. Vous êtes diplômée de l'École nationale du génie rural, des eaux et forêts et de l'Université Paris-Dauphine PSL. Vous débutez votre carrière comme conseillère technique au sein du cabinet du Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, puis comme directrice de cabinet de Serge Lepelletier, ministre de l'Écologie et du Développement durable. En 2005, vous êtes directrice du développement durable du groupe Sanofi-Aventis. Et de 2007 à 2012, vous occupez les fonctions de directrice de cabinet de Nathalie Kosciusko-Morizet au sein de divers secrétariats d'État, puis au ministère de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement. Et en 2012, vous êtes nommée directrice du développement durable et des relations institutionnelles du groupe Kering. Vous mettez alors en place un ensemble de pratiques d'excellence au sein du groupe et des maisons, ce qui permet à Kering d'être aujourd'hui considéré comme un pionnier reconnu en matière de développement durable. Du coup, la question est tout à fait simple, c'est comment Kering se préoccupe-t-elle des droits de la nature et comment l'entreprise a-t-elle évolué au fil des années sur le sujet ? Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Donc, mon témoignage aujourd'hui et votre première question me le permet, c'est vraiment de dire qu'au sein du groupe Kering et plus largement dans notre secteur, on a très vite pris conscience que quand on parle matières premières, quand on parle en fait process, par exemple comme les tanneries,
notre activité est possible grâce à la nature. Et c'est pourquoi on a vraiment voulu intégrer d'un point de vue stratégique la préservation, la prise en compte de la nature. Deux éléments pour moi qui vont au-delà, et je reviendrai sur ce que fait évidemment le groupe, mais deux éléments qui vont au-delà. J'ai toujours, et vous l'avez rappelé pendant ma carrière, trouvé en fait que la nature, la biodiversité, on peut revenir aussi sur des débats sémantiques, était un peu le parent pauvre quand on parle d'environnement. Vraisemblablement parce que la nature, elle est autour de nous et donc on a l'impression, justement, entre guillemets, qu'on a le droit de puiser, de la prendre sans avoir quelque chose en termes de responsabilité ou en termes de rémunération. Je me rappelle dans mes jeunes années de fonctionnaire, il y avait tout ce sujet de dire quand on va visiter un musée, quand on va visiter un château qui est un patrimoine culturel, eh bien on paye, alors que quand on va visiter une forêt ou qu'on va se balader sur des zones humides à très haute valeur patrimoniale, quelque part, tout ça est gratuit et il y a beaucoup moins de contrôle. Donc ça, c'est la première chose. Le deuxième élément qui me semble important, et c'est pour ça vous le rappeliez, ce côté n'étant pas une spécialiste du droit, mais je crois que quelles que soient nos formations et le travail que l'on a aujourd'hui, il faut se rendre compte de l'urgence à agir. Et donc, si le droit peut nous aider, et on y reviendra, c'est extrêmement important. Mais en propos liminaire, il faut avoir conscience que, pareil, tout ce qui est climat est extrêmement médiatisé. Hein, on le voit encore à l'occasion de cette COP. Mais quand vous regardez les travaux de l'IPBES, donc l'IPBES, en fait, c'est l'équivalent du GIEC, mais pour la partie nature et biodiversité, l'intégralité, en fait, des scénarios sont extrêmement inquiétants. Et donc, qu'on soit côté public ou qu'on soit côté privé, ça doit nous forcer à agir de manière très concrète. Après, qu'est-ce qu'on fait au niveau de Kering ? Ça renvoie à un autre élément pour moi, qui est comment, quand on voit l'enjeu qui est derrière, les pouvoirs publics, les entreprises privées, tout le monde doit vraiment, et ce n'est pas simplement des mots, contribuer et travailler main dans la main. Ce sont des enjeux qui sont mondiaux et si l'ensemble des acteurs ne s'y mettent pas, on n'y arrivera pas. Et donc, en entonnoir, pour répondre sur Kering, le premier élément, quand vous voulez aborder un sujet et que vous êtes dans une entreprise privée, il faut savoir le quantifier. Si vous ne quantifiez pas quel est votre impact, que vous ne le mesurez pas, même si d'un point de vue moral, d'un point de vue éthique, vous allez avoir un consensus, vous n'allez pas réussir à mettre l'entreprise en mouvement. C'est culturel, il y a besoin d'avoir des objectifs quantifiés. Donc, sans rentrer à ce stade dans le détail, nous, on a développé dès 2015 un outil qui s'appelle le compte de résultats pour l'environnement et qui nous permet, sur ces sujets de nature, de biodiversité, de mesurer notre empreinte, non seulement dans nos propres opérations, mais dans toute notre chaîne d'approvisionnement. Donc là, c'est jusqu'à l'élevage bovin, ovin, le champ de coton. Sur cette base-là, nous avons, et c'est extrêmement intéressant, vu que la majeure partie de nos impacts n'étaient pas justement dans nos propres opérations, mais étaient dans notre chaîne d'approvisionnement et notamment au niveau de l'élevage ou au niveau en fait du champ de coton. Et vous voyez bien qu'il y a aussi tout de suite derrière un aspect culturel pour mettre l'entreprise en mouvement. Nous sommes dans le secteur du luxe, on a des designers et leur expliquer que la majeure partie de leur empreinte environnementale, elle est liée au champ de coton ou au cuir qui est un coproduit. Déjà, premier sujet, et on y reviendra peut-être, d'éducation, d'entraînement, d'explication. Et sur cette base, en fait, de la mesure et de la quantification, on a fait ce que l'on fait dans le secteur financier. Et moi, j'aime beaucoup ce côté de se dire qu'on traite les sujets de la même manière. Nous nous sommes fixés, en fait, des objectifs quantifiés de réduction de notre empreinte sur la nature avec des calendriers de mise en œuvre. Et pour vous donner quelques exemples concrets, dès 2013, on a développé, en fait, des programmes de sourcing de cachemire durable en Mongolie, évidemment avec des ONG, des scientifiques sur le terrain. Et je crois, pareil, que sur ce sujet, les ONG ont un rôle majeur dans la gouvernance de la nature pour nous en faire prendre conscience.
jusqu'à plus récemment la volonté de transformer 1 million d'hectares d'agriculture conventionnelle en agriculture régénératrice et produits en fait que l'on incorporera dans nos chaînes d'approvisionnement. Donc d'où ce côté très opérationnel. Et puis en parallèle de cette volonté d'avoir du sourcing qui respecte la nature, donc ça va par exemple la densité d'animaux à l'hectare, les bandes enherbées, évidemment la réduction des intrants, des produits phytosanitaires, etc. Nous avons voulu aussi préserver 1 million d'hectares à très haute valeur patrimoniale, où vous pouvez trouver des espèces endémiques, où vous pouvez trouver en fait des espèces qui sont extrêmement importantes pour le bon fonctionnement des écosystèmes, etc., etc. Donc ça, c'est le type d'action que l'on fait. Et puis le dernier point, pour ne pas monopoliser, c'est que aussi quand on parle de nature, pour moi, le lien avec le climat, il est extrêmement important. On sait très bien qu'aujourd'hui, on n'arrivera pas à réduire nos émissions de gaz à effet de serre. On n'arrivera pas à... alors, on n'est plus au moins à essayer d'être aligné avec le 1,5 degré si on n'a pas des solutions qui viennent de la nature. Donc, en conclusion, chez nous et plus largement à titre personnel, je pense que c'est important de montrer la nature à la fois... Il y a la dimension éthique, il y a la dimension morale, et puis bien évidemment aussi il y a la dimension business, où je crois qu'aujourd'hui, aucun business ne peut dire qu'il peut se développer ou continuer à se développer sans prendre en compte les enjeux de nature et les enjeux en fait de résilience de la chaîne d'approvisionnement. Merci beaucoup Marie-Claire Daveu. Corinne Lepage, vous êtes docteur en droit, spécialiste en droit de l'environnement. Vous cofondez en 1978 le cabinet d'avocats Hugues Lepage, où vous vous occupez des dossiers de pollution et de catastrophes naturelles et industrielles. Membre du Conseil de l'Ordre et secrétaire du Conseil de 87 à 90, vous êtes nommé ministre de l'Environnement de 95 à 97. Dans cette fonction, vous participez notamment au lancement de la première stratégie nationale sur le développement durable. Après avoir exercé plusieurs fonctions publiques de haut niveau, vous vous consacrez désormais à votre activité de conseil. Vous êtes toujours impliqué dans le débat public. Vous assurez des conférences sur l'évolution des questions climatiques et environnementales liées aux questions économiques. Et en 2023, vous participez à la création de l'Institut pour les transformations environnementales de Sciences Po. Une question pour vous, Corinne Lepage, c'est alors, se dirige-t-on vers un nouveau paradigme en matière de reconnaissance des droits de la nature ? Alors d'abord, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de me retrouver ici en aussi bonne compagnie. Je crois que Marie-Claire Daveu a commencé à répondre à la question en disant que dans l'activité qui était la sienne, on ne faisait pas sans la nature. Je lisais récemment un article qui est fondé sur une étude qui expliquait que 60% de nos entreprises sont dépendantes de manière critique à au moins un écosystème, au moins un naturel. C'est-à-dire que l'idée de distinguer complètement le vivant dans lequel nous sommes et les activités qui sont les nôtres est une absurdité. Donc ça, si vous voulez, c'est quand même déjà une forme de changement de paradigme, parce que ce sujet de la biodiversité, dont je dis souvent qu'il a pour moi un retard de 10 à 15 ans par rapport à la prise de conscience climat. Je ne sais pas ce que mes copanélistes en pensent, mais moi, c'est de cet ordre d'idée-là. Quand on voit quand l'IPBES a été créé, c'est globalement 15 ans, 20 ans après le GIEC, etc. Donc la biodive, elle suit avec 15 ans de retard, à peu près les affaires climatiques. Mais maintenant, ça devient un vrai sujet. Bien, on commence à parler, on en parlait à table, des crédits biodiversité, comme on parle des crédits carbone, avec 10 ans de retard. Donc oui, là, il y a un changement de paradigme, c'est-à-dire que enfin, l'humanité prend conscience de ce que, un, elle fait partie du vivant, et de ce que, deux, elle ne fera pas de développement économique sans, et de ce que, trois, il n'y aura pas de transition sans plus qu'une prise de conscience, sans une reconnaissance de l'importance fondamentale du vivant et de la biodiversité. Alors maintenant, comment est-ce qu'on passe de ce que je viens de dire au droit ? Parce que c'est ça, finalement, la question qui est posée. Vous avez commencé, monsieur, votre propos en rappelant ce qu'était le droit de l'environnement,
qui en fait s'est profondément transformé quand nous avons, avec Christian Huguelot, commencé à nous occuper de ces sujets dans les années 70, c'est-à-dire pour les jeunes qui sont ici à des temps néolithiques. Le droit de l'environnement, c'était quoi? C'était le droit des pollutions, c'est-à-dire les entreprises qui polluaient. Et à l'époque, on était encore sur un texte de 1919 qui s'appelait la législation sur les établissements dangereux, incommodes et insalubres. Et c'était la nature, mais la nature au sens de protéger l'eau, loi de 64 sur l'eau, dont le Premier ministre a dit récemment qu'il faudrait peut-être commencer à réfléchir à ce qu'on faisait maintenant. C'était les espaces protégés, la loi sur les espaces naturels qui est de 1930. Voilà, donc il y avait et la forêt, bien sûr. Il y avait donc des éléments de protection de la nature. Aujourd'hui, quand on parle de droit de l'environnement, on parle d'énergie, on parle de climat, on parle de santé, parce que la santé environnementale est le troisième volet qui tient avec climat et biodiversité. Il faut toujours avoir présent à l'esprit les trois en même temps, parce que c'est très bien de s'occuper de l'un et de l'autre, mais si c'est au détriment de la santé humaine, vous n'allez pas être d'accord, et moi non plus. Donc, il faut lier les trois. Donc, c'est tout ce qui est les produits dangereux, la chimie, l'agriculture, les phytos, enfin tout ça. Et puis, c'est la transformation du monde de l'entreprise, que Marie-Claire connaît infiniment mieux que moi, avec tous les sujets qu'on a maintenant sur la table, où vous avez anticipé avec la CSRD, la CS3D, la SFRD, la taxonomie, c'est-à-dire toute cette transformation du modèle économique qui, lui, est vraiment un changement de paradigme. Alors, comment est-ce que les droits de la nature s'insèrent là-dedans? Parce que c'est ça, finalement, la question que vous me posez. Bien, la question qui est posée est celle de savoir si on va passer à une nouvelle étape de reconnaissance de droits. Après les droits humains, qui ont globalement été reconnus après la Deuxième Guerre mondiale, même s'il y avait déjà des choses avant. Enfin, globalement, ça date de cette affaire-là, de cette époque-là. Est-ce que le temps est venu des droits de la nature? Alors, vous direz peut-être qu'il faut être singulièrement optimiste quand on voit ce qui se passe sur la planète actuellement pour se poser ce type de questions. Mais enfin, c'est pas parce que les hommes sont devenus fous qu'il faut arrêter de se poser les bonnes questions sur notre devenir. Parce que, quoi qu'on fasse, nous, les humains sur cette planète, de toute façon, on continue à détériorer. De toute façon, le climat continue sa course désespérante pour nous. Et de toute façon, la biodiversité continue à être détruite, sachant que, mauvaise nouvelle, ce à quoi nous assistons aujourd'hui n'est pas encore le fruit du dérèglement climatique, c'est le fruit de la pollution chimique. C'est-à-dire qu'on n'a encore rien vu en ce qui concerne la biodiversité. Donc oui, il me semble que le moment est venu de reconnaître qu'il faut que nous appréhendions de manière très différente la préservation de la nature. Alors, quelle est la nature des droits qu'il faut reconnaître? Comment faut-il les reconnaître? Faut-il reconnaître une personnalité morale ou pas à la nature? Et si oui, comment? Ça, c'est le sujet. Mais de donner à la nature tout le poids qui devrait être le sien, oui. Et on voit quand même avec les COP, non pas climat, mais biodiversité, notamment la dernière qui vient de s'achever il y a un mois maintenant, la COP 16, que le sujet est vraiment sur la table, puisqu'on commence à... Alors, ça ne marche pas très bien, hein, parce qu'évidemment, il y a énormément de réticences, mais à aller vers la reconnaissance d'un objectif de récupération, de restauration d'habitats et d'espèces pour les années qui viennent. L'Europe, avec la loi restauration, enfin le règlement restauration de la nature, péniblement voté et très amoindri en avril 2024, va dans la même direction, avec essayer de reconnaître 30% d'espace à protéger pour, reconquérir pour 2030 et ensuite 40 et 50, et ça augmente dans le temps. Ce n'est pas directement de la reconnaissance de droits de la nature, mais enfin, vous voyez bien qu'on se dirige quand même dans cette voie. Très bien, merci beaucoup. Dario Mantovani, vous avez d'abord effectué une thèse en droit à l'université de Pavie et des enseignements au sein des universités de Trente et de Parme. Vous devenez professeur de droit romain à Pavie, puis directeur de la revue Athénaoum et collaborateur scientifique de revues européennes spécialisées.
Vous êtes depuis 2020 vice-président de la Société internationale de bibliographie classique et vous dirigez le centre de recherche CEDINT en pilotant le projet REDIS, œuvrant à éclairer la culture juridique romaine dans l'Antiquité tardive. Vous êtes professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Droit, culture et société de la Rome antique depuis 2018. Et vous consacrez votre travail à la pensée juridique romaine et son influence contemporaine sur la culture européenne. D'où ma question, qui est: faut-il s'inspirer du droit romain pour inventer le droit de la nature au XXIe siècle? Bonjour à toutes et à tous. Ma réponse est non et oui. D'abord, il me semble peut-être utile de rappeler quelques précisions à propos de qu'est-ce que sont les droits de la nature. Alors, normalement, on considère les objets naturels comme des biens qui sont susceptibles d'appropriation. Alors, le changement de paradigme serait de transformer les objets naturels en sujet de droit. Qu'est-ce qu'un sujet de droit? C'est un sujet auquel on accorde une entité, auquel on accorde une personnalité juridique. Personnalité juridique, c'est l'attitude à être titulaire des droits et assujetti à des obligations. Donc vous voyez le parcours. On passe d'une conception des objets naturels comme des choses, comme des biens. On les transforme en sujets des droits et on accorde des droits à ces nouveaux sujets. Donc ça, c'est le changement de paradigme. C'est un changement, Madame Lepage vient déjà de l'évoquer, qui est lié à une réflexion assez simple, c'est-à-dire on a reconnu, à partir notamment de la Déclaration universelle des droits de l'homme, que les hommes ont des droits fondamentaux seulement à raison de leur existence. Et donc, on a pensé qu'on devrait reconnaître des droits aux objets naturels seulement en raison de leur existence. Lesquels droits? D'abord, le droit à l'existence, le droit à la vie, le droit à une existence comme on veut qu'elle le soit pour les hommes, qui serait caractérisée par une sorte de dignité. Et ce changement de paradigme a été nourri par des différentes courantes et cultures. Tout le monde, je pense, connaît l'article fondateur de Christopher Stone en 1972 qui a mis en avant le sujet en disant les plantes devraient avoir la possibilité d'ester en justice, donc d'être des sujets qui participent à des actions en justice. Ensuite, il y a un deuxième courant, surtout dans les pays de l'Amérique du Sud, qui a porté ce changement de paradigme au niveau constitutionnel. Et on cite normalement le cas de l'Équateur en 2008, qui a donné une protection Pachamama, c'est-à-dire à la terre nourricière en tant que mère, pas seulement des êtres vivants, mais même, disons, de l'environnement physique qui nous entoure. Alors, je pense que, pour répondre plus directement à la question, l'histoire du droit peut nous montrer qu'est-ce que c'est possible, qu'est-ce que compatible avec une passé juridique, avec un système de pensée, et ce qui ne l'est pas. Alors,
À mon sens, une réflexion sur, par exemple, qu'est-ce que la notion de personne, d'où ça vient, nous montre que ce paradigme, qui est très efficace pour discuter de la nature, je pense que le fait qu'on puisse aujourd'hui parler de ce sujet montre que c'est un changement de paradigme très fertile. Mais est-ce que ce changement de paradigme peut avoir une retombée pratique dans l'application du droit? Alors, je termine mon intervention avec peut-être des questions, on pourra les répondre. Comment est-ce qu'on peut envisager, individualiser les entités naturelles qui seraient les titulaires des droits? À quelle échelle, à quel niveau? Ce sont les écosystèmes ou c'est un animal déterminé? Et vous voyez, même dans cette deuxième cas de figure, est-ce qu'on devrait reconnaître les mêmes droits à toute espèce confondue? Il y a un problème de, disons, détermination, mais il y a aussi un problème de représentation. Alors, qui va faire valoir les droits qu'on reconnaîtrait aux animaux ou aux entités naturelles en général? La réponse est simple, ce sont les êtres humains. Et quel est le rapport entre ce rôle d'entendant de la nature et le fait que les êtres humains sont aussi porteurs d'intérêts souvent en conflit avec la nature. Donc ça, c'est la réflexion à laquelle peut-être l'histoire du droit peut contribuer. Merci beaucoup. Alors vous le savez, cette session de 90 minutes se déroule en 3 séquences. Donc là, on a eu la première séquence. La deuxième séquence, c'est l'incorporation d'un panel étudiant dans la conversation. Et puis la troisième séquence de 30 minutes, ce sera l'incorporation de la parole du public, de vous. Et je voulais, Corinne Lepage, citer une citation de votre livre, « Nos batailles pour l'environnement », paru chez Actes Sud, qui résonne aussi avec ce que vous venez de dire, Monsieur Mantovani. En fait, vous parlez, Corinne Lepage, d'une autoroute absurde qui se termine en cul-de-sac, et vous avez cette expression. Voilà une parfaite illustration de la théorie absurde qui consiste à casser des œufs sans vouloir réaliser d'omelette. Voilà. Donc je trouvais que c'était une intervention assez intéressante, cette citation, pour dire l'absurdité parfois des projets et qui ne considèrent absolument pas la nature et les conséquences. Donc on va passer maintenant aux étudiants. Je vous demande de les applaudir parce qu'ils ont beaucoup travaillé pour cette session. Et alors nous avons Emma David de la faculté Jean Monnet, Sabrina Gutsch de l'ENS Paris-Saclay, Corentin Lac de Subbiotech, Guillaume Lebronec, ENSTA, Noémie Morel, Sciences Po Paris et Gabriel Vignon, ENSTA. Donc je vous laisse poser vos questions à nos intervenants. À tout moment, le public peut aussi intervenir, évidemment. C'est une conversation entre toutes les personnes qui sont dans cette salle. Allez-y, donc soit une question générale, soit des questions particulièrement adressées à nos intervenants. Merci déjà pour vos interventions. Vous pouvez vous lever, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je m'appelle Emma David, je suis étudiante en Master 1 de droit de l'environnement donc à Jean Monnet, et j'avais une question pour vous tous, vous pouvez tous y répondre, qui serait faut-il accorder des droits à la nature ou plutôt des devoirs aux humains? Merci. Qui veut commencer? Donc là, c'est une question pour les trois personnes. Voilà. Alors, le sort m'ayant désigné, je vais commencer. Mes copanélistes vont bien entendu compléter ou contredire ce que je vais dire. J'aurais envie de vous dire, c'est fromage et dessert. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous allez reconnaître des devoirs aux humains qu'il ne faut pas reconnaître de droits à la nature. Vous ne pouvez pas reconnaître de devoirs à la nature. C'est un sujet qu'on aborde très souvent avec Christian Huguelot, parce que quand on discute de ce sujet, dont on discute très souvent, il dit toujours comment veux-tu reconnaître une personnalité morale et des droits à quelqu'un auquel tu vas reconnaître aucun devoir. Vous ne pouvez pas reconnaître des devoirs à la nature.
Donc, les devoirs sont pour nous. Et je dirais que les devoirs, vous les avez déjà beaucoup dans la législation, sur beaucoup de domaines, qui concernent précisément la biodiversité, le vivant, que ce soit à l'égard des animaux, domestiques ou bien-être animal, à l'égard des espèces protégées, à l'égard des espaces protégés, à l'égard des zones Natura 2000, la directive oiseaux, la directive habitat. On peut comme ça en citer des quantités, sans compter bien entendu la charte de l'environnement adossée à la Constitution. Donc je dirais que les devoirs, on les a. Ensuite, la question, c'est de savoir si on les respecte. Et en fait, le sujet, il est là. C'est-à-dire, est-ce que reconnaître des droits à la nature permettrait de mieux contrôler le respect par les humains des devoirs qui sont les leurs? Tout à l'heure, on parlait des constitutions. Vous parliez, monsieur, de la... Je ne sais plus qui... Oui, je crois que c'est vous tout à l'heure. Vous avez dit que, ce qui est tout à fait vrai, que l'ONU avait voté une disposition l'année dernière. Il y a 140 constitutions dans le monde, je crois, qui reconnaissent un droit à un environnement sain. Bon, effectivité, pas sûr, quoi. Donc voilà, le vrai sujet, c'est comment on rend des règles de droit qui existent efficientes, efficaces. Et c'est là où, effectivement, la question des droits peut se poser. Voilà ma réponse. Marie-Claire, vous voulez compléter? Oui, juste en prenant d'une autre façon un peu votre question, on peut se demander aussi pourquoi faut-il créer en fait des droits à la nature, sachant que si on revient par exemple sur le cas de la France, l'État est garant de l'intérêt général et quelque part aussi l'État est aussi garant de ce que l'on protège la nature. Corinne Lepage mentionnait le lien santé-environnement, etc., qui est démontré d'un point de vue scientifique. Donc c'est déjà aussi intéressant de se poser la question pourquoi, en fait, c'est pas suffisant dans les méthodes que l'on a aujourd'hui, dans toutes les législations, dans toutes les réglementations, parce qu'en même temps, et pour l'avoir exercé, on ne manque pas en fait de réglementation et on ne manque pas de législation. Et le vrai sujet, c'est l'application en fait de toutes ces lois et de cette partie réglementaire. Donc ça, pour moi, il y a un premier élément. Pourquoi faut-il les créer? On veut combler quoi? Et puis il y a un deuxième élément aussi où on peut déjà agir. Et là, je reprends la casquette des initiatives que le secteur privé pourrait prendre dans un autre format. J'ai moi-même porté en fait la volonté que dans les conseils d'administration ou les conseils de surveillance en fait des entreprises, la nature puisse être représentée avec toutes les questions que monsieur soulevait sur qui est-ce qu'on représente, quelle espèce, etc. Et en se disant de manière pragmatique, on peut quelque part dire c'est Mère Nature qui est représentée au sein des conseils d'administration. Et derrière aussi cette représentation, qui représente la nature? Donc là, on revient en fait sur des humains qui peuvent être du milieu associatif, qui peuvent être des experts scientifiques et qui vont porter cette voix dans les lieux de décision. Moi, je vois aussi, si vous voulez, la question de cette manière. Merci beaucoup. Dario Mantovani, voulez-vous compléter? En 2021, la Cour constitutionnelle de l'Équateur a annulé des autorisations pour l'exploitation minière qui avaient été, disons, accordées par le gouvernement de l'Équateur. Et donc, justement, au nom des droits de la nature et aussi au nom des droits de l'homme. Donc, on pourrait se dire que les droits de nature opèrent en soutien d'autres moyens, et donc, pourquoi pas. En même temps, il faut dire que il y a une réflexion en cours sur l'efficacité de cette approche. Donc, il ne faut pas nier que cette approche est aussi un objet d'étude, de recherche. Et les recherches montrent, notamment, elles sont menées
un équateur, justement parce que c'est peut-être le système juridique le plus avancé à ces propos. Elle montre, comme par exemple dans le cas de cet arrêt de la Cour constitutionnelle de 2021, que l'évocation de droit de nature permet aux juges d'avoir plus, disons, de liberté. C'est un outil d'interprétation, donc c'est, d'une certaine façon, ça devient même un élément du système juridique, mais que l'application des arrêts qui sont rendus sur la base de cette approche ne sont pas forcément très efficaces. Et que, à la fin, le poids de l'application, de rendre efficace cette approche, revient à l'État. Donc, qu'on ne peut pas se passer, du soutien et de l'action vraiment engagée de l'État, même si on reconnaît la nature comme un sujet. Et donc, il faut être conscient des limites de cette approche. Et aussi, je pense, du fait qu'il y a toujours un risque lorsque des notions juridiques sont un peu floues, parce qu'il y a aussi une valeur qu'il faut garder, c'est aussi la valeur de la certitude de droit. Et donc, avoir, façonné un outil dont on comprend qu'il y a, des éléments qui ne sont pas complètement précisés, introduit dans les systèmes juridiques aussi des risques que normalement on essaye d'éviter. Et donc, il y a, à mon sens, il ne faut pas chercher de trancher de façon trop nette, mais à mon sens, il faut utiliser aussi cette approche pour réfléchir à qu'est-ce que nous demandons de notre système juridique. Merci beaucoup. Une deuxième question de notre panel étudiant. Est-ce que c'est une question générale ou une question pour une des personnes? Non, ce serait une question pour Monsieur Mantovani. Du coup, je suis Corentin Laïc, étudiant à Subiotech Paris. Tout à l'heure, Madame Lepage, vous avez dit « L'humanité prend conscience qu'elle fait partie du vivant ». Comment avons-nous réussi à nous déconnecter autant de la nature au point de devoir lui donner un statut juridique? Comment est-ce qu'on s'est déconnecté à ce point de la nature? C'est une question à laquelle j'ai aucune réponse. Mais si votre question est, le fait d'accorder un statut juridique à la nature montre qu'on a perdu une sorte de spontanéité vers la nature. On a perdu les points de repère hors du droit pour, établir une relation saine avec la nature. Je ne suis pas totalement convaincu que le fait qu'on réfléchit à donner un statut à la nature implique qu'on s'est vraiment déconnecté. Par exemple, on donne aussi un statut juridique à la famille, par exemple, aux enfants. Les parents sont obligés de veiller à l'éducation de leurs enfants, à leur santé, à leur entretien. Cela ne veut pas dire qu'accorder un statut, juridique à la famille et aux relations entre les parents et les enfants montre qu'il y a eu une déconnexion ou une sorte d'effritement de ce genre de relations. Là, il me semble qu'effectivement, il faut comprendre aussi que le droit est un modèle de comportement et que reconnaître un statut juridique à la nature relève de ce rôle, moi je dirais aussi presque pédagogique du droit.
Les droits, c'est quand même un système d'attente, c'est-à-dire ça nous permet de traverser un creusement de route sans devoir craindre un accident, parce qu'il y a le feu vert. Et donc, c'est un peu ça le rôle du droit. Et moi, je ne pense pas que ça montre une déconnexion. Au contraire, je trouve que ce sujet nous permet d'aborder d'une façon nouvelle des enjeux qui sont un peu... c'est une façon de donner des noms à des réalités qui nous échappent. Donc le droit, c'est aussi une façon de découper le monde en mots et de devoir faire face à nos choix, parce que on donne des noms, on fait des choix. Alors, à mon sens, être obligé à faire des choix, c'est le contraire que d'être déconnecté. J'espère vous avoir répondu. Merci beaucoup. Une troisième question du panel étudiant. Bonjour, Gabriel Vignon, étudiant en école d'ingénieur. J'ai une question pour Marie-Claire Daveu. Donc, est-ce que vous pensez que les activités commerciales de groupes comme Kering peuvent vraiment être compatibles avec les droits de la nature? Est-ce qu'il n'y a pas un problème entre l'économie de marché sous sa forme actuelle et l'éclosion de droits de la nature? Et je pensais notamment aux entreprises à mission qui ont été instaurées avec la loi Pacte et qui préexistaient déjà aux États-Unis. Est-ce que vous pensez que c'est une piste intéressante et compatible à des grands groupes comme Kering? Donc, voilà, c'est bien, votre question suscite une attente au moins sur ma réponse. Non, premier élément, et qui rejoint la question qui était précédente par rapport à la déconnexion, moi je crois tout à fait que c'est compatible d'avoir de l'activité humaine, de l'activité économique, et notamment dans le secteur du luxe, et de prendre en compte la biodiversité et de prendre en compte la nature. Et qu'au contraire aussi, à côté du droit de la nature, on a parlé du droit de l'homme avec, moi je mettrais le grand H, et on a besoin aussi de développement économique. Et surtout, ce qu'il faut, c'est ne pas opposer l'un à l'autre. Maintenant, une fois qu'on a posé cette première pierre, que ça soit au niveau de l'entreprise ou que ça soit au niveau de l'individu, une des raisons pour lesquelles, pour moi, il y a des connexions, on ne parle pas du tout de philosophie, et ce n'est pas moi qui vais en mettre, mais il y a pour moi derrière la nature un vrai sujet philosophique qui est aussi le rapport de l'homme et ce côté suprématie sur la nature, et que l'on peut retrouver au niveau en fait de l'entreprise, qui, quand il y a une espèce, et là il y a encore un oiseau à l'échelle nationale qui a disparu de manière définitive ce mois-ci, on se dit c'est pas grave et on va trouver une autre solution. Solution qui est soit de nature technique ou une foi en la science qui va résoudre tous les problèmes. Donc c'est pas moi, comme vous, en tant qu'ingénieur, qui vais dire qu'on n'a pas besoin de technologie moderne de la science, mais simplement ça ne peut pas tout résoudre. Maintenant, pour revenir à votre question, on le disait, et Madame Lepage le disait également, les activités économiques sont dépendantes de la nature. Donc, que ça soit des grands groupes, et pas simplement les grands groupes, parce que je vous rappelle quand même que tant d'un point de vue économique que d'un point de vue en fait salarié, c'est pas les grands groupes qui représentent la majorité. Il faut vraiment tout le tissu économique doit prendre en compte dans sa stratégie, dans ses actions, le sujet nature, parce que ne serait-ce que sous l'angle de l'eau, beaucoup d'activités ne peuvent pas se faire ou ne peuvent pas se développer. Après, vous avez deux types de comportements dans les entreprises. Soit vous avez des entreprises qui ont une vision long terme, qui ont une vision responsable, qui savent aussi pour les entreprises cotées l'expliquer à leurs actionnaires que les actions qu'ils font dans l'intégration de la nature, de la biodiversité, c'est au contraire pour continuer à développer son business. Donc, il faut être responsable. Donc, il faut prélever quand la nature est capable de se régénérer et pas aller au-delà.
Dans notre secteur, ça veut dire par exemple ne pas surproduire. Alors, je parle de l'industrie textile au sens large, donc vous avez ces éléments. Et puis il y a à côté, mais c'est vrai pour toute activité humaine, c'est vrai aussi pour nous en tant que citoyens, il y en a qui sont juste sur une vision extrêmement court-termiste. Il y en a qui se disent, et pardon de l'expression, un peu après moi, et c'est vrai aussi au niveau des entreprises, le déluge, et qui n'ont pas cette prise en compte. Et c'est vrai que ça existe. Et c'est là, pour moi, où l'État, la loi, la réglementation, quelque part, doit servir en fait de cadre, mais il faut que ça soit appliqué sur le terrain. C'est vrai aussi que ça doit servir de légiférer un peu de voiture-balai pour que tous ceux qui n'auraient tendance à ne pas appliquer ces bons comportements, à ne pas mettre ces missions au cœur de leur stratégie, soient rattrapés par la patrouille qui est représentée par les agents de l'État. Après, et on ne l'a pas encore soulevé, vous avez des pays, et monsieur mentionnait certains pays qui ont mis très loin. Nous, on peut dire en France, si on revient sur la réglementation sur la nature, elle est très en avance par rapport à d'autres pays, même au sein de l'Union européenne. Il suffit de voir l'actualité sur les règles qui sont imposées au monde agricole sur la biodiversité et les prélèvements d'eau, juste par rapport à nos voisins. Quand vous avez des groupes internationaux, ils sont confrontés à des législations qui sont extrêmement différentes dans les pays. Donc c'est pour ça aussi que sur le volet législatif, il faut au moins, quand vous êtes une entreprise française, qui est à l'échelle européenne, pour qu'au moins aussi, ensuite, dans d'autres pays où la législation est moins importante, on puisse en fait amener nos bonnes pratiques. Mais il ne faut surtout pas opposer l'un à l'autre, parce que si vous opposez l'un à l'autre, vous faites un résumé très court, c'est qu'il faut de la décroissance. Et la décroissance, vous vous retrouverez en fait non seulement à avoir des problèmes dans votre pays, mais ce sont des modèles que beaucoup de pays en Asie ou sur le continent américain ou africain n'ont pas du tout envie de suivre comme modèle. Donc il faut une croissance, et ce n'est pas que des mots, une croissance qui est responsable. Et c'est pour ça aussi que moi je suis à titre personnel très en faveur de la nouvelle réglementation européenne, vous la mentionniez, qui est la CSRD, parce que la CSRD, alors elle est plus exigeante sur l'aspect climat qu'elle n'est exigeante sur l'aspect nature, mais elle va obliger en fait les entreprises à avoir une information transparente qui est quantifiée sur tous les sujets où l'on peut dire qu'il y a cette fameuse double matérialité entre j'ai un impact sur l'environnement, j'ai un impact sur la nature, et ça rentre aussi dans le volet financier. Après, le dernier point, mais qui est un petit peu aussi l'éléphant au-delà du droit dans cette pièce, c'est que pour les entreprises, et notamment pour les entreprises qui sont cotées, on est dans un système capitaliste, et tout le monde contribue à ce système capitaliste. Il n'y a pas les gentils d'un côté et les méchants de l'autre. C'est extrêmement binaire. Il faut aussi en fait que les marchés, il faut aussi que les investisseurs, non seulement et de plus en plus le prennent en compte sous un côté de risk management, mais valorisent aussi les entreprises dans leur cours de bourse, qui vont au-delà. Moi, c'est mon côté ancienne fonctionnaire. Donc l'État, pour moi, est extrêmement important. Il est garant de tout ça. Et ceux qui vont justement mettre les bonnes pratiques à travers la planète. Et aujourd'hui, si on est honnête, et je pense que la CSRD pourrait pousser en ce sens, mais autant l'approche risque, elle est vue, donc résilience de votre supply chain, risque réputationnel, autant une entreprise aujourd'hui qui a un bon comportement là-dessus, ce n'est absolument pas ou très faiblement valorisé par les marchés. Mais en une phrase, oui, les deux sont compatibles, et je compte sur votre génération justement aussi pour le mettre dans le cœur de la stratégie des entreprises et qu'on puisse marcher sur nos deux jambes, la performance financière et la performance extra-financière. Merci beaucoup. Merci. Une quatrième question du panel étudiant. Bonjour à tous. Guillaume Le Brunec, je suis étudiant à ENSTA Paris. Donc j'aurais une question plutôt pour Madame Lepage.
Si on accorde des droits à la nature et qu'une personne, un citoyen lambda, venait à porter atteinte à ses droits, quelle serait la meilleure manière pour lui de réparer ses dégâts? Peut-être, je ne sais pas, donner de l'argent à des associations ou même lui-même essayer de réparer ses dégâts. Donc, quel serait le meilleur moyen pour un citoyen lambda d'être impliqué dans la réparation des préjudices faits à la nature? Merci pour votre question. Je dirais que la réponse est assez simple parce qu'elle est déjà dans le droit. Elle est déjà dans le droit et le sujet que vous abordez, ça s'appelle la réparation du préjudice écologique. La réparation du préjudice écologique, elle a été reconnue de manière jurisprudentielle par la Cour de cassation en 2012 dans l'affaire Erika et elle est maintenant intégrée dans notre Code civil. Qu'est-ce que c'est que la réparation du préjudice écologique? C'est justement l'obligation qui est faite de réparer en nature. Et la réparation financière ne vient que si la réparation en nature est totalement impossible. Mais ce qui est privilégié, c'est la réparation en nature. Autrement dit, vous avez détruit un milieu, vous devez le reconstituer. Alors, comme le disait Marie-Claire Daveu il y a un instant, on vient de perdre une espèce, on ne la reconstituera pas. C'est fichu. Par contre, sur des destructions de milieux, je vais vous donner un exemple dans un instant, on peut envisager quelque chose. Un exemple, j'aime bien être concrète. Il y a 1 an et demi maintenant, le tribunal correctionnel de Lille a rendu une décision très intéressante à la suite de la pollution de l'Escaut. L'Escaut est donc un fleuve qui, comme vous le savez sans doute, coule en France et en Belgique. Il va même jusqu'aux Pays-Bas. Et il y a une entreprise, en l'espèce une sucrerie, qui avait déversé des milliers de mètres cubes d'eau polluée dans l'Escaut, ce qui a tué la biodiversité pour 90 ou 95%. C'était vraiment une catastrophe. Et donc, dans ce jugement de première instance, qui est, je le souligne, frappé d'appel, donc ce n'est pas définitif, mais enfin, le tribunal a fait droit à la demande de la région wallonne, donc traversée par l'Escaut, qui avait fait faire des études sur la manière dont on pouvait reconstituer les frayères pour reconstituer les milieux sur la partie belge donc de l'Escaut, et le tribunal lui a alloué une très grande partie de la somme qui était nécessaire pour cette réparation, soit presque 10 millions d'euros, ce qui est un cas très très rare. Hein. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres précédents jurisprudentiels. Donc, pour répondre à votre question, monsieur, très clairement, quelqu'un... Alors, la première question qu'il aurait, c'est quel est son intérêt pour agir? Si c'est une association qui défend l'environnement, zéro problème, elle peut demander la réparation du préjudice écologique. Monsieur, madame Dupont peut demander la réparation des dommages causés à sa propriété, y compris la réparation en nature si les milieux ont été endommagés, mais il ne va pas pouvoir demander la réparation du préjudice écologique de la rivière, de la forêt, du pré d'à côté, etc. Ça ne marche pas. Hein. Donc, il faut toujours vous poser la question de l'intérêt pour agir. Parce que la réparation du dommage, elle est évidemment liée à l'intérêt de celui qui le demande. Une 5e question. Je n'ai pas mentionné Oui. l'espèce, c'est pour ceux que ça intéresse, c'est le courlis à bec grêle, et c'est très important parce que sur la zone pan-européenne, c'est la première fois qu'on a la disparition d'une espèce. Et comme vous le disiez, malheureusement, on ne pourra pas la recréer. Non. Merci. 5e question du panel étudiant. Donc, je suis Sabrine Agut et je suis étudiante physicienne à l'ENS Paris-Saclay. Donc, j'ai une question dirigée peut-être à Dario Montavoni, mais tout le monde pourra s'exprimer sur le sujet. On a parlé des droits de la nature et des droits de l'homme. On a fait la distinction entre les deux, mais finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer est-ce qu'il ne serait pas souhaitable de protéger juridiquement les défenseurs de la nature et pas faire cette distinction Alors,
si j'ai bien compris votre question. Alors, à mon sens, effectivement, tous les problèmes est qu'on fait une distinction entre les droits de nature et les droits de l'homme, mais au fond, les droits de nature, à mon sens, ne sont qu'un dédoublement des droits de l'homme. Même si on essaye de donner de l'autonomie aux droits de la nature, dans le système juridique tel qu'ils sont conçus et tel qu'ils fonctionnent aujourd'hui, on peut se dire qu'en gros, même s'il y a bien évidemment possibilité de trouver des nuances, mais ils ne sont que, disons, l'ombre projetée par les droits de l'homme. Et ce dédoublement peut être utile, peut-être une source de confusion, mais donc l'origine de cette approche laisse son empreinte sur le fonctionnement et la conception des droits de nature. Si j'ai bien compris votre question, à mon sens, c'est essentiel, c'est-à-dire votre proposition, de protéger ceux qui protègent la nature. Et je trouve que c'est ça plutôt la bonne voie, c'est-à-dire de donner des moyens, parfois de la protection au sens propre du mot, à ceux qui s'engagent pour faire valoir toutes les violations de droits de l'environnement. On vient de le dire. La réparation du préjudice écologique ne peut se faire que s'il y a quelqu'un qui porte cette question devant les tribunaux. Donc c'est plutôt ce versant du fonctionnement qui me semble très concret et qui peut faire effectivement le lien entre ces deux conceptions qu'il ne faut pas, à mon sens, opposer. Allez-y, Corinne Lepage. Je dirais que pour moi, c'est pas... Je ne suis pas du tout en contradiction avec ce que M. Mantovani vient de dire, mais pour moi, ce n'est pas tout à fait le même sujet. Je m'explique. La protection des droits des défenseurs de la nature est indispensable. Et donc, on se rend compte que dans beaucoup de pays illibéraux à totalement dictatoriaux, les protecteurs des droits de l'environnement sont martyrisés, quand ils ne sont pas purement et simplement supprimés. Donc ça veut bien dire quelque chose. Ça veut dire qu'ils défendent des causes qui sont en contradiction totale avec la doxa globale. Et pour les pays démocratiques, le fait de permettre aux défenseurs de la nature d'exercer les droits qui leur sont reconnus par la Constitution, la loi, les décrets, tout ce que vous voudrez, c'est quelque chose d'extrêmement important. Alors juridiquement, c'est assuré par la Convention d'Aarhus et ses traductions en interne, sauf que matériellement, c'est parfois très difficile. Parce que les associations, elles ne sont pas très nombreuses, elles n'ont pas beaucoup de moyens, et en humain et en argent. Et donc, c'est très difficile. Et les causes sont innombrables. Donc, c'est très difficile. Mais pour moi, ce n'est pas tout à fait le même sujet que les droits de la nature eux-mêmes. Parce que les droits de la nature eux-mêmes, c'est quelque chose qui s'attache à la définition de ce que doit être le périmètre de protection d'un milieu, d'un habitat, d'un type d'espèce. Donc, vous voyez, c'est des sujets qui se recoupent, mais qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Peut-être tout à l'heure, on viendra sur comment on pourrait envisager, à quoi ça servirait de reconnaître ces droits et comment on pourrait envisager de les représenter. Mais ce n'est pas la question posée.
Très bien, merci beaucoup. Donc là, nous arrivons à la fin de cette deuxième séquence de la session. Et donc, on va entamer la troisième séquence qui est l'ouverture à la discussion générale. Donc vous êtes bienvenus dans la conversation. Toutes les questions peuvent être... beaucoup de mains se lèvent. Alors, comme beaucoup de mains se lèvent, on va essayer de prendre le maximum de questions. Donc je vais vous demander évidemment des réponses les plus concises possibles hein, pour éviter de ne pas donner la parole. À tout moment, les étudiants, vous pouvez aussi participer évidemment. Voilà, première question du public. Où sont les micros? Vous avez des micros? Là, il y en a un. Ah oui, voilà, pardon, micro. Voilà, et après, vous pouvez faire passer les micros une fois que la question est posée, comme ça on gagne du temps, directement dans le public, vers les mains autour de vous. Oui, je ne vais pas le garder, pas de souci. Hugues Carlier, cofondateur du cabinet des enjeux et des hommes. J'avais une question, en fait, je pense qu'un des sujets très intéressants, c'est la gouvernance, justement, autour de cette protection juridique. Et je lisais, pas plus tard que ce matin, qu'il y a un projet qui date de quelques mois de mettre la Méditerranée sous protection juridique. Et donc la grande question, si c'est la Méditerranée, quand on voit la difficulté de la mise en œuvre de la Convention de Barcelone, c'est qui va représenter, qui sera dans la gouvernance de l'entité juridique Méditerranée. Comment on fait ça? Je ne sais pas, mais la Convention de Barcelone, elle a une organisation. Ce n'est pas seulement un texte. Il y a une organisation. Et quand la Convention de Barcelone n'est pas respectée, vous pouvez saisir cette organisation qui a un comité de pilotage qui va vous apprécier la recevabilité d'abord, le bien fondé ensuite de votre réclamation et qui ensuite rend un avis. Alors, ce n'est pas un avis contraignant, mais comme la Convention, en Europe en tout cas, comme la Convention de Barcelone a été adoptée au niveau européen, c'est une violation du droit communautaire si vous ne le faites pas. Donc, vous voyez, il y a quand même un moyen de faire quelque chose avec ce qui existe aujourd'hui. Maintenant, si on voulait aller plus loin sur la Méditerranée, mais déjà que la Convention de Barcelone soit bien appliquée, ce serait déjà un scoop, il faudrait savoir quelle est l'entité que vous allez créer pour représenter la Méditerranée. Donc, on en revient toujours à ce sujet qu'on n'a pas encore abordé, mais qui est quand même le sujet central de ce qui nous occupe aujourd'hui. On fait comment? Bon, on fait comment? Alors, juste un petit mot, et puis peut-être mes copanélistes vont réagir sur ce sujet qui est quand même le centre de tout ce dont nous parlons. On fait comment? Moi, je n'ai pas l'optimisme de Marie-Claire Daveu sur la manière dont l'État va protéger l'environnement. Parce que ma très vieille expérience professionnelle m'a montré que quand il fallait défendre l'environnement, le domaine public, les biens du domaine public, l'État n'était jamais là. Jamais. Et dans notre vie professionnelle, à Christian et à moi, on l'a bien souvent eu contre nous pour défendre le bien public, quoi, en quelque sorte. Donc, ça veut dire que ça ne peut pas être l'État, donc pas le procureur, qui est le représentant de cette nature. Donc, ça veut dire qu'il faut créer des entités ad hoc. Parce que, de toute façon, ça va passer par des humains, nécessairement. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme entité ad hoc? Ça pourrait être quelque chose qui ressemblerait, chez nous en France, à un syndicat mixte, qui regrouperait les collectivités locales concernées par le milieu, des associations et des scientifiques. Ça serait peut-être une manière de faire. Bon, ça existe déjà pour quelques entités comme mode de gestion. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on pourrait peut-être envisager, mais ma réponse est très franco-française. Elle n'est pas européenne, elle n'est pas internationale. Alors que la Méditerranée, on est sur voilà. une problématique internationale. Mais c'est... Oui, Marie-Claire Daveu. Alors, c'est moins pour répondre sur la Méditerranée, parce que je partage complètement ce que vous dites, Corinne Lepage. C'est simplement sur l'État. Je ne suis pas d'un optimisme, béat et avec une différente casquette. C'est... Voilà, on connaît simplement, je pense que ça fait vraiment partie du rôle de l'État. L'État est au service, en fait, du politique. Et alors, si on reste, et c'est très variable, évidemment, en fonction des régimes, etc., mais on voit bien, et ils en sont la preuve vivante, qu'il va y avoir aussi une attente de la part de nos concitoyens
de la société civile pour justement faire bouger le politique et donc faire bouger l'État. Donc c'est en ce sens où moi je me définirais plutôt avec un côté pragmatique. Et paradoxalement, dans des États en fait dits totalitaires ou quasiment totalitaires, on voit que ces enjeux en fait environnementaux, et là on sort de la nature, sont aussi extrêmement pris en compte par l'État, tout simplement pour maintenir la paix, pour maintenir y compris leur pouvoir, parce que sinon les peuples se révoltent. Et derrière la nature, on ne parle pas tellement d'agriculture dans cette enceinte, mais derrière la nature, si les sols ne sont plus fertiles, s'ils n'ont plus la capacité de produire, il n'y a plus de nourriture et les peuples, dans ces cas-là, se révoltent. Donc, moi, je le vois plutôt sous cet angle-là. Après, effectivement, on a des exemples passés qui peuvent nous interpeller. Merci beaucoup. Merci. On passe à une autre question et on voit qu'il y a encore du chemin à faire. Pardon, excusez-moi, désolé. Je peux rajouter quelque chose. Alors, donc, on vient on a entendu il y a quelques instants le fait qu'il ne faut pas vraiment opposer, par exemple, les bienfaits de la société capitaliste, des modes de production. Tout le monde en profite, même ici, et la protection de la nature. Donc il s'agit d'un système beaucoup plus complexe. Il me semble que cela se retrouve toujours dans la question de qui va représenter la nature. Parce que ceux qui vont représenter la nature doivent toujours prendre en compte la pluralité des intérêts. Donc, il me semble toujours un peu simple de se dire il y aura des représentants de la nature comme si la nature existait hors d'une conception qui est quand même, disons, mêlée à l'écosystème qui comprend aussi les humains et leurs intérêts. Donc, à mon sens, le problème des droits de la nature, c'est qu'il semble parfois opposer les deux. Et à mon sens, ceux qui vont représenter la Méditerranée ou Wanganui, Nouvelle-Zélande, sont porteurs des droits de la nature, mais aussi des droits bioculturels, comme on les appelle, c'est-à-dire des droits qui englobent aussi les modes de vie des populations. Et donc, il n'y a pas de raison de comprendre que seulement les modes de vie des populations locales sont protégés. Il y a aussi les modes de vie des populations qui vivent autour de la Méditerranée. Donc, il me semble que c'est la bonne question parce que cela nous permet de voir que ceux qui vont représenter la nature sont en même temps porteurs d'intérêts. Corinne Lepage, vous aviez un complément. Tout petit mot. Pardonnez-moi, je ne suis pas du tout d'accord. Pas du tout d'accord, mais c'est bien, ça fait le débat. Je ne suis pas du tout d'accord, pourquoi ? Parce que justement, c'est l'intérêt de reconnaître des droits à la nature que ceux qui sont chargés de les défendre ne défendent que ça. Si c'est pour prendre en compte la pluralité, c'est l'État, c'est son boulot, c'est le bien commun, c'est l'intérêt général, c'est de faire des arbitrages entre les différents intérêts généraux, mais ce n'est pas le boulot de celui qui va défendre la nature. Son boulot à lui, il défend la nature. Ensuite, le juge, s'il est saisi, il fera l'arbitrage, lui. Mais, me semble-t-il, c'est justement tout l'intérêt du truc. Mais, en revanche, là où je suis d'accord avec vous, c'est que derrière ça, il y a un vrai problème démocratique. C'est-à-dire que le jour où la nature est en bisbille avec l'humain, qu'est-ce qui se passe ? Et donc, ce que dénoncent un certain nombre de gens sur la reconnaissance d'une personnalité morale à la nature, c'est le risque de dérive non démocratique. C'est-à-dire qu'on fasse prévaloir le droit de la nature sur le droit de l'homme. C'est là le problème. Et là, il y a un vrai sujet qui est extrêmement important. Mais je ne crois pas qu'on puisse le trancher en disant c'est aux représentants de la nature de s'occuper du tout. Ça, pour moi, c'est le travail de l'État. Enfin, c'est mon point de vue. À mon sens, vous
vous allez peut-être avec des nuances dans le même sens, c'est-à-dire qu'il ne faut pas opposer droit de l'homme et droit de nature. Moi, je rajouterais que c'est très difficile de comprendre la nature hors de l'écosystème. Et l'écosystème comprend aussi les êtres humains. Et donc, que des décisions portées par, que des revendications portées par ceux qui sont les défenseurs de la nature, qui ne prennent pas en compte, même de leur propre disons, côté, les impacts que certaines protections de la nature auraient sur l'ensemble de l'écosystème, bon, ce serait un peu, disons, abstrait et peut-être risqué. Merci beaucoup. Je pense que c'est très intéressant ce débat contradictoire et pourquoi pas. Voilà, on voit qu'il y a encore beaucoup de travail à faire sur les modèles de représentation. Beaucoup de mains se lèvent. Où est le micro ? Il est là. Donc, vous pouvez poser une question courte et puis des réponses très courtes. Il nous reste 20 minutes. Très bien. Bonjour et merci pour la conférence. Moi, de mon côté, je travaille sur des sujets d'adaptation climatique et biodiversité chez AXA Climate. Et la question que je me posais, c'est quelle est votre vision sur la coopération en fait, entre les différentes parties prenantes pour les sujets de protection, de restauration et de régénération de la nature, que ce soit via des textes de loi ou des actions terrain. Notamment, si je prends le cas de Kering, on parle de quelle coopération avec les actionnaires en interne, mais aussi quelle coopération en externe avec le monde académique, avec les entités publiques, etc. Une réponse ultra courte si possible. Ultra courte. Merci beaucoup. Sans coopération, on n'y arrive pas sur des enjeux qui sont majeurs. Et au-delà des parties prenantes que vous avez mentionnées, l'interne, les ONG, les scientifiques qui sont notre quotidien, moi je crois beaucoup chez Kering, mais au-delà de chez Kering, qu'il faut travailler aussi avec ses compétiteurs. Aucune entreprise n'est à taille en fait suffisante pour se dire on va changer le paradigme tout seul. Donc c'est pour ça que nous, on croit beaucoup aux coalitions. On manage, entre guillemets, 2 grandes coalitions, une dans le secteur de la mode qui s'appelle le Fashion Pact, une autre dans le secteur de l'horlogerie et de la joaillerie avec nos amis de quartier. Et tout simplement pourquoi ? Vous l'avez compris chez nous, mais c'est vrai aussi de l'industrie agroalimentaire, c'est vrai de beaucoup de secteurs. Chacun, à son échelle, dans sa chaîne d'approvisionnement, en fait, est assez modeste. Et si on veut vraiment entraîner l'ensemble de l'amont, eh bien, il faut avoir les mêmes critères, demander les mêmes choses. Donc la coopération, elle est clé. Et sans coopération, on n'y arrivera pas. Et le dernier exemple, quand on parle par exemple du cuir dans une entreprise comme chez nous, c'est un coproduit de l'industrie agroalimentaire. Si on veut changer les pratiques agricoles sur le terrain pour la biodiversité, mais aussi pour le bien-être animal, etc., il nous faut travailler avec les autres secteurs. Merci pour cette concision. Non, c'était très bien. C'est parfait. Question suivante. Merci beaucoup. Bonjour à tous, Mathieu Agelou. Je voudrais revenir sur le débat justement entre M. Mantovani et Mme Lepage, qui me semble être le cœur vraiment de la question. Et au-delà de la question de la représentativité, de qui doit représenter les droits de la nature, moi, ce qui me pose le plus de questions dans la notion d'accorder une personnalité morale à une entité de la nature, c'est quel est son intérêt propre à cette entité morale, autre que, comme le disait très bien M. Mantovani, sur l'ombre portée du droit humain sur le droit de la nature, autre que ce que nous en recueillons comme élément positif. Par exemple, le cas du fleuve, de je ne sais dans quel pays, en Nouvelle-Zélande, qui a acquis une personnalité morale, c'est quoi son intérêt propre au fleuve, hormis celui que nous, humains, on lui porte. Et c'est là que je ne vois pas l'intérêt de cette notion-là, autrement peut-être que d'un outil un peu plus coercitif. Mais moi, c'est ça qui me paraît plus important, au-delà même de la question de qui représente ces entités naturelles. Merci. Je vais tout petit bout de réponse. C'est précisément peut-être la possibilité d'avoir une vue, et à mon avis, c'est ça pour moi l'apport principal, global, de ce que, sur un plan scientifique, on pourrait imaginer comme étant la meilleure solution pour le fleuve. En fait, pour moi, reconnaître des droits à la nature, on en a beaucoup discuté avec Christian Huglot, ce serait précisément d'améliorer toute la prévention et tout le niveau des études d'impact. C'est-à-dire que si on reconnaissait des droits, on pourrait avoir une vision globale de l'intérêt d'un fleuve, par exemple, sur sa longueur, indépendamment des intérêts des humains qui ne disparaissent pas. Mais il n'y a pas que ça.
Il y a l'intérêt de la flore, il y a l'intérêt de la manière dont l'eau va pouvoir s'écouler, il y a l'intérêt de la qualité de l'eau qui va pouvoir s'écouler, il y a énormément d'intérêts à prendre en considération, mais qui sont propres au fleuve. Si on avait cette vision globale, alors je pense que ça pourrait être très utile en matière de prévention. Oui, moi je vais vous enlever ma casquette Kering pour répondre à votre question. Et c'est pour ça que je le rejoins sur le plan philosophique. Votre question, c'est pourquoi le fleuve il aurait le droit pour lui-même. Comment voilà. Parce que c'est pour ça que ça va très loin et que cette dimension philosophique est clé. C'est une création. Et donc une création par elle-même, elle a le droit à un certain respect. Elle peut le demander un respect. Elle ne le demande pas. Et c'est pour ça que j'enlève la casquette Kering. Hein. Elle ne demande pas, elle ne l'exprime pas de la même manière. Mais elle a le droit à ce que ceux qui vivent autour et qui font partie de son écosystème la respectent ou le respectent pour ce qu'il est. Et quand on remet ça dans des travaux scientifiques, c'est extrêmement intéressant, par exemple, de voir aujourd'hui comment les végétaux, comment les arbres, etc., communiquent entre eux. Et il y a tout un domaine, en fait, de la science, quand vous avez un feu de forêt, de voir les signaux qui sont émis, etc. Donc ça peut en faire, ça en fait sourire certains, mais voilà, il y a un certain nombre de choses. Et donc il y a le respect de la vie pour les espèces, il y a le respect de ce qu'ils représentent. Il y a quelque chose. Et je trouve que dans les discussions autour du droit et la façon dont vous le posez, ça remontre bien qu'il y a beaucoup d'éléments aussi de philosophie. Merci beaucoup. Madame, vous avez levé la main dans les première ou la deuxième. Est-ce qu'on peut faire descendre le micro et après on le fera remonter. Je suis désolé, j'essaie de gérer les priorités et en ordre de demande. Merci beaucoup. Je voulais faire un parallèle justement sur ce sujet là, sur lequel dont on parle et qui est tellement important, et aussi poser une question ensuite. Le parallèle, c'est est-ce qu'on n'est pas un peu dans la même situation que sur le droit des enfants? On a créé, les enfants sont des hommes aussi au sens de la charte des droits de l'homme, et pourtant on a créé une charte des enfants, probablement parce qu'on pensait qu'ils ne pouvaient pas se défendre tout seuls, donc, ou moins facilement se défendre tout seuls que des hommes. Et donc, est-ce qu'il ne faudrait pas réfléchir dans ce sens-là? On pensait aussi culturellement, il y a des siècles, que les enfants n'avaient pas de pensée, ne réfléchissaient pas. Enfin, il y a toute une... Comme les esclaves à l'époque encore plus ancienne. Donc, peut-être qu'on est au tout début de nos connaissances sur la nature. Et si on veut justement qu'il y ait une prise de conscience et une éducation sur ce sujet, peut-être que justement, il faut arriver à faire quelque chose d'aussi important que la charte de la nature. Et ma question, c'est est-ce qu'une des manières de le faire, puisque c'est si compliqué pour l'État, c'est pas justement cette question d'une représentation dans le board des sociétés où on aurait un représentant de la nature, et peut-être qu'au début il sera mal choisi, comme au début de la Révolution c'était difficile de trouver le bon système, mais ça démarrera la prise de conscience et peut-être l'ouverture de tout un pan de relations différentes avec la nature. Je crois qu'on a déjà pas mal d'initiatives de cet ordre. Non, mais c'est juste un sujet que j'abordais tout à l'heure très rapidement en disant la nature, elle a besoin en fait de porte-parole, etc. Et ça peut être aussi bien des ONG, des experts scientifiques. Et c'est vraiment un sujet sur lequel, avec Corinne Lepage, il y a maintenant 2 ans, nous avions travaillé dans le cadre en fait d'une structure qui s'appelle le Cercle de Giverny. Et vous voyez, il y a aussi un changement des mentalités, parce que c'est vrai que quand, avec Madame Lepage, on a présenté moi sur le côté fond et vous-même sur le côté juridique, vous avez une réaction en fait de la société, ça les fait marrer, quoi. C'est le truc des écolos activistes, c'est le dernier truc qu'ils ont inventé, quoi. Donc maintenant ils vont nous mettre la nature. En même temps, et on peut dire que nous l'avions proposé avant, alors c'était un exercice de communication, mais c'était extrêmement intéressant. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la publicité d'Apple,
qui avait en fait convoqué Mère Nature. Alors là, c'était pas au conseil d'administration, au conseil de surveillance, mais c'était au niveau du COMEX. Et c'est marrant parce que ça fait, comme le disait monsieur, on voit qu'on est quand même en train de changer. Parce que si c'est dans une approche marketing, c'est que ça rentre en résonance avec aussi des attentes de la société. Après, ce sont des sujets qui prennent quand même malheureusement pas mal de temps. Et moi, ce qui quelque part, qui je trouve doit nous challenger, c'est ce décalage, vous voyez, entre quand on en parle, on est conscient qu'avant qu'il y ait la nature qui soit représentée dans les conseils d'administration, ça va quand même mettre un petit peu de temps. Je suis aussi très réaliste. Et à côté de ça, on a une dégradation qui est juste démentielle. Et donc là, il y a un petit problème d'alignement d'un point de vue temporel. Mais on avait bossé ensemble, chère Corinne. Donc, Narcisse l'a fait la semaine dernière. Rosa. Bon, ben, on est content. Oui, c'est bien. Je trouve que la question philosophique qui a été posée est vraiment au cœur de la question. C'est-à-dire qu'il faut effectivement se rendre compte que accorder des droits à la nature relève aussi d'une certaine anthropomorphisation de la nature. Donc, qu'on reste toujours dans cette polarité, même lorsque on essaye de trouver le bon moyen, parce que je pense qu'on a tous ce souci ici de trouver le meilleur moyen pour protéger la nature. Mais effectivement, je pense que toutes les questions pratiques, pas philosophiques, mais pratiques qui ont été posées autour dans ce débat relèvent exactement de cette question philosophique, c'est-à-dire qu'à la fin, on ne peut pas vraiment isoler la nature de notre regard humain et du fonctionnement d'un système juridique qui est géré par des humains. Alors, ce n'est pas une question, disons, de valeur, ce n'est pas un jugement de valeur, c'est une question tout à fait pratique. Et moi, je trouve que la question philosophique devrait être abordée, disons, de façon très, très précise, très, très sérieuse. Prochaine question. J'ai une question plus prosaïque qui s'adresse à Mme Corinne Lepage, que je remercie pour tout son combat, au passage, pour la préservation de l'environnement. Je vous remercie et je vous admire. C'est concernant les nappes phréatiques, dont on parle pas mal aujourd'hui. Et justement, c'était un sujet dont votre cabinet s'était emparé, puisque c'était une affaire qui concernait un pisciculteur et versus Nestlé. Et je voulais savoir s'il y avait une législation spécifique pour les quotas concernant les nappes phréatiques, puisque pour moi, la nappe phréatique, juriste, ça appartient au domaine public, et on est en train de puiser dans nos nappes phréatiques pour des groupes internationaux extérieurs et qui ne sont pas français. Donc c'est un problème de droit public, c'est un problème aussi de droit européen peut-être, je ne sais pas. Donc je voulais savoir s'il n'y avait pas un quota donc à ce niveau-là et si on ne pouvait rien faire pour légiférer en la matière. Alors, il n'y a pas à proprement parler de quota en l'état, mais il est sûr qu'on est rentré dans une phase de réflexion sur le partage de l'eau. Ce n'était pas un sujet qui était sur la table en France, ou peu. Il était un peu avec les agriculteurs, notamment dans le sud-ouest, avec les maïsiculteurs et l'irrigation, ou tout ce qui était comment dit-on, je cherche le nom propre, pour asperger les champs. Mais disons la France est un pays tempéré, on n'avait pas trop de problèmes d'eau. Bon, maintenant on en a un et un gros. Donc on est rentré dans une phase de réflexion à la fois sur le partage de l'eau et sur la production d'eau. C'est-à-dire, production d'eau, ça peut vous paraître curieux, mais en fait, production d'eau, c'est l'utilisation d'une eau préexistante. Ça peut être de l'eau de pluie, que l'on a très très mal utilisée en France. Laver nos rues avec de l'eau potable, c'est une absurdité totale, mais c'est ce qu'on fait. Bon. Donc, utiliser les eaux de pluie et utiliser les eaux sales. C'est-à-dire qu'on commence à réfléchir maintenant, nos grands groupes réfléchissent, et l'Australie, par exemple, la Nouvelle-Zélande sont très en avance là-dessus, à utiliser des eaux usées qui sont nettoyées
qui sont régénérés et que l'on peut réutiliser, y compris en termes d'eau potable. Donc voilà, on est rentré dans un autre monde au niveau de la gestion de l'eau. Alors, ce qui veut dire, point suivant, que bien évidemment, ça va avoir des conséquences. Ça en a déjà, puisqu'il y a un certain nombre de textes qui sont sortis au niveau réglementaire et au niveau de circulaire sur le comportement à avoir à l'égard de l'usage de l'eau, notamment en période de sécheresse, notamment pour les industriels, par exemple, de réduire leur consommation quand il y a des problèmes de sécheresse. Et je pense qu'on ne va pas couper à une réflexion plus large sur l'utilisation de l'eau en tant que ressource nationale, parce que c'est vrai que ça fait partie du patrimoine national. Mais voyez-vous, ça aussi, c'est un changement de paradigme, c'est une question qu'on ne s'était pas posée vraiment jusqu'à présent. Oui, il y a des textes sur la protection de l'eau, sur la protection des nappes, sur tout ce que vous voulez. Enfin, de l'eau en France, il y en avait. Je dirais pas autant qu'on en voulait, mais quasi. Donc, on ne s'était pas posé la question. Une toute dernière question. Oui, bonjour. Louis Cluzel, je travaille à la direction environnement du groupe Engie. Donc, à ce titre, Marie-Claire Daveu, je serais très heureux de vous aider à mettre la nature au board puisque vous y siégez. Merci. Donc, une question pour vous. Et pour revenir sur le comment on fait de Corinne Lepage, notamment le rôle des entreprises dans cela et avec l'instauration des comptabilités multicapitaux que vous connaissez bien avec la méthode du IPNEL. Vous en avez un petit peu parlé au début. Alors très rapidement, pour expliquer ce que c'est d'instaurer cette notion de redevabilité de la même manière qu'on l'a au niveau des humains, avec par exemple un capital financier. On ne se voit pas ne pas rembourser sa dette à un banquier, comme le dit du coup Philippe Descola, donc de shifter de ce paradigme nature-humain, mais vraiment humain, non-humain. On aurait en fait aussi une redevabilité en termes de capitaux environnementaux. Par exemple, une terre qui est productrice, on ne se voit pas en fait ne pas lui rendre la biocapacité qu'elle nous a aidé, qu'elle nous a donné pour produire. Moi, je pense que ça shift complètement le capitalisme. Ça permet de rapprocher cet impératif de production capitalistique financière, mais aussi de prendre en compte les enjeux environnementaux et sociaux. Le problème, j'ai l'impression que quand on fait ça, en fait, notre compte de résultat, il tombe à zéro ou négatif. Et un petit peu la première entreprise qui le fait un peu cool. Donc comment on met en place ça et comment on peut pousser ça à l'échelle mondiale? Non, donc, en tous les cas, donc, merci pour votre proposition et je vais répondre avec la casquette Kering, mais effectivement, Engie aussi met les sujets biodiversité et dans mon rôle de présidente de comité, c'est quelque chose que je pousse. Ensuite, il y a une difficulté. Alors moi, je suis totalement d'accord et il y a déjà un élément pédagogique dans ce que vous mentionnez, qui est le fait qu'il faut savoir que c'est pas gratuit. Il faut qu'on arrête de se dire ce que j'évoquais entre patrimoine culturel, patrimoine naturel, ce que l'on pompe en fait dans la nature, que ça soit en termes d'eau, en termes de biodiversité, de fonctionnement écosystémique, etc. C'est grâce à ce que l'on prend qu'on arrive à développer cette performance financière. Donc déjà, d'avoir des outils, même si c'est approximatif, même s'il y a des difficultés méthodologiques, il y a plusieurs méthodes de comptabilité qui existent aujourd'hui. Mais déjà, ça, c'est un premier pas qui est un pas important. Chez Kering, ça fait depuis 2015 que notre fameux compte de résultats pour l'environnement, on le publie. On est extrêmement transparent, etc. C'est quelque chose là qui, au contraire, est extrêmement bien perçu par les analystes financiers et par les investisseurs parce que ça envoie aussi une maîtrise de votre supply chain, de votre chaîne d'approvisionnement, etc. Donc c'est plutôt très bien perçu, même si, je le disais tout à l'heure, ce n'est pas forcément valorisé. Après, la difficulté que vous avez par rapport à la nature, en comparaison des NOx, des SOx ou en comparaison des émissions de gaz à effet de serre, c'est que c'est beaucoup plus difficile à mesurer et à quantifier. Et vous voyez, on l'évoquait la dernière COP sur la biodiversité, vous avez au même titre que vous avez le SBTI pour les émissions de gaz à effet de serre, vous avez en fait la méthodologie, pardon, ça devient un peu technique, SBTN pour la nature qui monte une trajectoire. Mais quand on parle nature,
Ça ne va pas être simplement de transformer en tonnes équivalent carbone. Je ne dis pas que c'est simple, mais avec le recul, on sait bien faire ça maintenant et il n'y a pas trop de sujets. En revanche, quand on va dire quel est l'impact sur la nature, c'est quand même pas du tout pareil d'avoir un impact sur des espèces endémiques. Prenons juste, restons français, la violette de Rouen, que vous ne trouvez que là, versus avoir un impact sur des espèces ordinaires où certes, vous avez un impact, mais il y a une capacité en fait de retrouver ces espèces-là ailleurs. Et donc aujourd'hui, vous avez historiquement en France le muséum qui a travaillé là-dessus. Vous avez maintenant SBTN qui essaye d'établir des trajectoires, mais c'est extrêmement difficile. En revanche, ce que je n'aime pas, que ça soit dans les conseils d'administration ou que ça soit dans les comités exécutifs ou dans toutes les instances, qu'on prétexte parce que c'est difficile, on ne va pas agir. Et encore une fois, il ne faut pas oublier que sur la comptabilité ou la mesure de la performance environnementale, ce sont des sujets nouveaux. Quand on parle de performance financière, la comptabilité, ça fait des décennies et des décennies, et on fait encore des proxys. Donc il faut accepter quelque part d'avoir moins d'éléments quantifiés, d'approcher le sujet d'une manière différente. Et je reviens à SBTN, ils n'ont pu développer en fait de méthodologie pour le moment que sur le côté freshwater, qui veut dire en gros qu'est-ce que je consomme en eau et qu'est-ce que je mets comme rejet. Basta. Et sinon sur l'usage en fait justement d'éviter la déforestation, etc. On voit, et vous l'évoquiez, il y a quand même un décalage de 15-20 ans par rapport au climat. Donc c'est pour ça. Après, c'est de la responsabilité des entreprises, et quelle que soit leur taille, d'avoir cette approche de double, voire de triple comptabilité. Et là, on revient en fait sur la CSRD qui, pour la première fois, met vraiment le sujet sur la table. Et moi, j'attends de voir avec impatience s'il y a des entreprises qui vont considérer la nature comme non matérielle. Faudra sacrément le justifier. Mais vous voyez, c'est assez intéressant. Après, vous n'avez pas l'obligation de donner toutes les informations tout de suite. Mais c'est quand même extrêmement compliqué, notamment en raison de l'eau. On a tous besoin d'eau. Merci beaucoup. Il est 16h pile. Je vous remercie. Bonne fin d'après-midi. Les étudiants voudraient prendre une photo avec vous.